Bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Angle Environnemental qui revient sur la question de l'air. La question de l'air, aujourd'hui, le monde entier est bougé par le coronavirus qui ravage le monde entier, qui touche toutes les couches de la population, qui ne différencie pas une race, une catégorie de personnes. C'est tout le monde qui est susceptible à attraper cette maladie. Alors, votre émission Grand Angle Environnemental, qui est basée sur l'objectif du développement durable, revient sur la question de la bonne santé comme l'un des objectifs du développement durable. Alors, dans cet objectif, nous voulons savoir ce qu'il faut faire, quelles sont les précautions à prendre pour que nous puissions que nous soyons à l'abri de cette maladie à coronavirus. Alors, pour parler de cette question, votre émission Grand Angle Environnemental est allée chercher un médecin pour qu'il nous parle de cette question, sans savoir plus, et surtout des petits détails que nous ignorons. Il s'appelle Nixon Tchangani, qui est avec nous. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Serge Gata. Voilà, Nixon Tchangani, vous êtes médecin. Oui. Alors, la question d'aujourd'hui est connue auprès de tout le monde. C'est le Covid-19 ou le coronavirus. D'abord, c'est quoi le coronavirus? Avant que je ne parle du coronavirus, il est essentiel de faire comprendre d'abord aux téléspectateurs c'est quoi un virus. Oui. Un virus est simplement une particule infectieuse microscopique qui ne peut vivre en dehors de la cellule. C'est-à-dire que le virus doit pénétrer la cellule et c'est dans la cellule qu'il va utiliser la machinerie de la cellule pour vivre. Alors, du point de vue structurel, le virus, de manière générale, est fait d'un génome. Quand je parle de génome, je vois ADN ou bien ARN. Et puis cet ADN ou ARN est entouré d'une couche protéique qu'on appelle capside. Alors, cette capside, cette couche protéique peut avoir plusieurs formes. Et dans le cas du coronavirus, cette capside, cette couche a la forme d'une couronne. Voilà ce qui donne le nom de coronavirus. Alors, le coronavirus en lui, comme virus, c'est un virus qui peut causer un simple rhume, un rhume banal, comme une infection pulmonaire sévère et même être à l'origine d'une détresse respiratoire. Voilà ce que c'est le coronavirus. Alors, aujourd'hui, on n'a plus besoin de savoir ses origines parce que ça ravage déjà le monde. Mais la question demeure dans des petits détails plutôt qu'on rencontre dans cette maladie à coronavirus. Aujourd'hui, qui est susceptible d'attraper le coronavirus? D'abord, avant d'y arriver, il est essentiel de faire comprendre aux téléspectateurs toujours que ce n'est pas pour la première fois que le coronavirus existe. Ah bon? Le coronavirus a existé comme épidémie au niveau de la Chine en 2002-2003 et qui a causé aussi quelques morts, pas comme aujourd'hui, mais qui a causé quelques morts, plus de 8000 cas détectés, mais 10% de ces cas sont morts de cette épidémie. Tu vois, c'est parce que ça a causé une infection respiratoire aiguë et les gens mouraient aussi de ça. Alors, on a quitté 2002-2003, nous sommes venus en 2012-2013. Ce qu'on a appelé le syndrome respiratoire du Moyen-Orient parce que le coronavirus, à l'époque, en 2012-2013, ça sévit au niveau de l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi, à ce moment-là, ça a encore causé des morts en Arabie Saoudite. Alors, aujourd'hui, actuellement, le coronavirus a été rencontré pour la première fois en Chine, précisément à Wuhan. Il y a une équipe de gens qui ont été recensés là, qui s'est rendue sur le marché local de Wuhan. Et c'est là, en Chine, où les cas a été détecté pour la première fois. Donc ça revient encore toujours dans le même pays où ça a commencé en 2002. En 2002, oui, ça revient encore en Chine où ça a commencé en 2002. Mais qu'est-ce qui justifierait qu'en 2002, ça n'a pas été propagé à travers le monde et en 2020, ça s'est propagé déjà à travers le monde entier et puis ça fait plus de morts qu'en 2002? Bon,
économiquement parlant, je ne suis pas économiste, je suis médecin. Vous comprendrez que la force qu'a la Chine aujourd'hui n'était pas la même force qu'avait la Chine en 2002. Et en ce moment-là, les gens fréquentaient de moins en moins la Chine qu'aujourd'hui. Et la Chine est devenue une force économique, une grande puissance économique. Et les gens, ça peut être dans le bon sens, facilement ça peut s'expliquer. Que les gens comme les commerçants ont d'habitude d'aller acheter leurs marchandises à Chine, que l'épidémie puisse migrer facilement, puisse quitter facilement la Chine pour se rendre dans d'autres continents. Et voilà pourquoi même aujourd'hui on parle de la pandémie qui n'est plus une épidémie. Parce que ça touche maintenant le monde entier. Ça touche maintenant, c'est le monde entier qui est concerné. Alors là vous avez pleinement raison, mais le mort, vous avez dit pour la première fois, ça fait que 10%, presque 10% des morts, et donc 90% des personnes contaminées étaient guéries. Mais aujourd'hui, ça fait maintenant l'inverse. C'est-à-dire le coronavirus ou l'espèce, parce que le coronavirus c'est une famille de virus. Mais dans le coronavirus, il y a des espèces. Ah bon? N'est-ce pas? Parce qu'en 2002, là, c'était COV. C'était tout simplement COV. Mais aujourd'hui, c'est COVID-19. Mais c'est-à-dire que c'est une autre espèce. Alors, du point de vue fonctionnel, le COV de 2002 et le COV de 2019, l'actuel COVID-19, est différent. Du point de vue fonctionnel, et les deux virus n'ont rien à voir. Voyez-vous? C'est-à-dire, il y a eu des précautions qui se sont prises à l'époque en 2002. Mais actuellement, pour la nouvelle espèce, il n'y a aucune précaution. C'est-à-dire, l'épidémie est partie et finalement, c'est le monde entier qui en souffre. C'est-à-dire, personne ne s'y prépare. Si, comme avant, c'était la même espèce qui est venue, je pense que l'épidémie serait facilement contrôlée parce qu'il s'agissait des mêmes espèces qui est venue. Mais l'espèce actuelle a un certain complexe qui échappe même les scientifiques ou la société savante. Alors, les personnes qui sont susceptibles d'attraper le Covid-19, c'est qui? Donc, qui peuvent attraper cette maladie? Personne n'est épargné pour attraper le Covid-19. Parce que tout être humain a presque la même structure, n'est-ce pas? On retrouve les récepteurs de Covid-19 dans l'organisme partout où se trouvent les récepteurs. J'aimerais rappeler que les récepteurs de l'angiotensine, les récepteurs de l'enzyme de l'angiotensine, c'est les récepteurs que le Covid-19 utilise, l'angiotensine D. Et tout homme a ces récepteurs-là. Alors, là où on peut nuancer par rapport à cette pathologie, il y a des gens qui sont susceptibles de faire une forme grave et certaines personnes qui peuvent faire la forme bénigne de la pathologie. Donc c'est là la nuance. Avant d'arriver déjà dans cette forme des personnes qui peuvent faire la maladie de manière grave et des personnes qui peuvent faire la maladie de manière bénigne, mais d'abord, revenons sur cette question des moyens de transmission. Comment les Covid-19 se transmettent d'une personne à une autre? Les Covid-19 se transmettent de manière... D'abord, il faut, avant qu'on arrive à la transmission actuelle, il faut d'abord aller au niveau de l'origine de la pathologie. D'où est venue la pathologie? Je ne suis pas là pour confirmer, mais il y a certaines études probables qui sont affichées sur des sites internationaux officiels. Il semblerait parce que l'étude a été faite par les chercheurs de l'université d'agriculture d'ici de la Chine, et il semblerait il pourrait être comme pour les deux précédentes épidémies qui y avait comme hôte intermédiaire, parce que il y a toujours pour l'épidémie, dans le cadre des transmissions des virus, il y a toujours les virus qui vont regagner ce qu'on appelle hôte intermédiaire ou les réservoirs, qui dans le cas des coronavirus, ce sont les mammifères, et ça va quitter les mammifères, l'homme va entrer en contact avec les mammifères d'une manière ou d'une autre, et le coronavirus va se retrouver dans le corps de l'homme, et à partir du moment que le coronavirus se retrouve dans le corps de l'homme,
Et le coronavirus va maintenant se transmettre de personne en personne. Alors pour des personnes, comment ça se passe? D'abord, j'aimerais enchérir là-dessus. Oui. Parce qu'aujourd'hui, d'après l'étude qui est faite, il semblerait qu'il y a une espèce de chauve-souris qu'on appelle pangolin. Alors, donc, les écailles... Auparavant, c'était sur la chauve-souris. C'était la chauve-souris, oui. Pas. Mais maintenant, sur le pangolin, une autre espèce animale qui fait transmettre aussi la maladie. C'est-à-dire, le virus a existé dans le corps des chauves-souris. N'est-ce pas? Qui se trouve être les réservoirs ou hôtes intermédiaires. N'est-ce pas? Alors, l'homme, en cherchant à se nourrir ou à chercher à utiliser les chauves-souris pour... c'est comme dans le cas des pangolins, qui est une espèce de chauve-souris, parce que les écailles sont utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise, soit en manipulant ces écailles-là, c'est comme ça que le virus a pu regagner le corps de l'homme. Ou encore, parce que cet animal-là est comestible. Soit l'homme a mangé ça et puis voilà comment le virus se retrouve dans le corps de l'homme. Alors, s'il faut revenir à votre question qui cherche à savoir comment se fait la transmission interhumaine ou la transmission interpersonnelle. Alors, à partir du moment que le virus se trouve dans le corps de l'homme, qu'est-ce qui va arriver? Parce que le virus va regagner l'humeur de l'homme, c'est-à-dire, dans les cas actuels, les salives. Alors, l'homme, en toussant ou en éternuant, il projette des salives. Et ces salives-là contiennent des virus. Et ces virus vont entrer en contact avec ton corps et finalement, l'épidémie est partie. Vous allez également être en contact avec d'autres personnes et finalement, l'épidémie part. Alors, en dehors de ça, il y a encore une transmission environnementale. La transmission environnementale voudrait tout simplement dire que l'homme, l'épidémie est dans l'environnement. L'homme, parce que quand les gens ont l'épidémie, les gens peuvent toucher n'importe quoi, comme je touche les micros et tout, je peux toucher la table, je peux descendre de la voiture, là où j'étais, partout où l'homme touche, les virus, il reste. Vous voyez? Et quand d'autres personnes vont également toucher et puis finalement ils vont se gratter les nez, les yeux, la bouche et tout ça, et l'épidémie est partie. Et donc, ça, c'est la transmission environnementale. La voie par laquelle ces virus entrent, ce soit les yeux, soit la bouche ou le nez. Essentiellement. Les oreilles aussi? Les oreilles... Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi je dis? Parce que dans les yeux, dans le nez par exemple, on trouve les récepteurs de coronavirus au niveau des membranes plasmiques du poumon. Voilà. Voyez-vous? Et on trouve aussi les récepteurs du coronavirus au niveau du type digestif. Voyez? Et quand ça arrive déjà au niveau des récepteurs, et c'est là où la maladie peut contracter l'homme. Voyez-vous? C'est comme ça qu'on parle de plus en plus les yeux, les nez et la bouche. Alors, est-ce que ça peut se transmettre aussi par l'air? Par l'air, non. Par l'air, non. Bon, alors, la personne qui est infectée, automatiquement, ses mains aussi sont infectées? S'il n'a pas touché la zone qui fait sortir, par exemple, les yeux, le nez, la bouche? Non. C'est comme ça qu'il est conseillé à tout le monde, qu'on soit infecté, qu'on le soit ou pas, de pouvoir chercher à ce que vos mains puissent rester propres, vos mains puissent rester, infectées. Désinfectées, pardon. Vos mains puissent rester désinfectées pour éviter, parce que c'est à partir du moment où les mains sont infectées, c'est comme ça que vous pouvez transmettre l'infection. C'est-à-dire il n'y a pas d'infection quand vous n'avez pas été en contact avec les virus, quand vous n'avez pas touché des endroits où se trouvent les virus. Alors, vous n'éternuez pas, vous ne crachez pas, vous ne pleurez pas. Même des larmes aussi contiennent Essentiellement. Alors, oui. Mais ça devient très compliqué. Oui. Bon, et la cire? La cire, non. Donc, dans la cire, il n'y a pas... Dans la cire, non, il n'y a pas de virus. Donc, c'est seulement dans les endroits où on a indiqué. On peut être contaminé,
on transpire, la sueur de quelqu'un vous touche dans le corps, vous n'êtes pas d'office contaminé. Si la personne qui vous a touché dans le corps était contaminée, Oui. vous allez pas vous contaminer à ce niveau, mais vous pouvez toucher cet endroit et finalement prendre les mains, les amener dans la bouche, les amener dans le nez et finalement si quand on cherche à gratter... Si c'est seulement la sueur qui vous a touché, cette sueur n'est pas passée par la zone faciale. Non, là il n'y a pas de contamination. Alors, le Congolais, généralement, ou les Africains, ont ramassé cette épidémie parce que dès le départ, la seule phrase était mutu mwindo akufaka na microbe te, corona ezwaka mutu mwindo te. Comment ça directement basculé de mutu mundele vers le mutu mwindo? C'était quoi l'ignorance? Ça c'était l'ignorance et d'une manière ou d'une autre c'était aussi une désinformation. Voilà. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on dirait les gens ont dû. Déjà, les spéculations, même dans des chaînes, malheureusement, même à travers les chaînes de télévision, ça circulait. Et ça, c'est vraiment malheureusement. Parce que, on dirait, les gens ont dû que ces virus-là ne résistent pas à la chaleur qui se trouve, par exemple, en Afrique. En Afrique, voilà. Or, c'était faux. Or, c'était une fausse information. Et je l'affirme avec force, c'était une fausse information. Alors, à quel degré Celsius que le virus ne peut plus résister? Le virus, quand le virus se trouve dans un fluide, quand le virus se trouve dans un humeur, qu'il s'agit des crachats, des salives, tout ce qu'on veut là, le virus a plus de vie qu'un virus qui n'a aucun abri, par exemple. Voyez-vous? Alors, la chaleur ambiante, comme ça, l'organisme fonctionne à une température de 37 degrés. Voilà. Ça, c'est universel. L'organisme fonctionne à une température de 37 degrés. Vous pensez que le virus qui survit à cette température-là mourrait à la température ambiante qui, tantôt, est moindre? Voyez-vous alors que la température de la nature n'est pas aussi la température du corps. Donc à l'extérieur, il peut faire 30 degrés Celsius. Ou moins. Mais dans le corps, il reste toujours 27 degrés. 37 degrés. Il reste toujours 37. Et au contraire, c'est ce virus-là qui est aussi à la base de la fièvre. C'est lui-même qui alimente l'augmentation de la température qui va jusqu'au 38, 39, parce que ce sont des fortes fièvres. Bon, comme vous venez d'évoquer aussi, quels sont les signes qu'on peut constater que non, vous êtes contaminé de coronavirus? C'est essentiellement, d'abord, la fièvre, parce que les virus induisent la fièvre. Donc la première réaction, c'est la fièvre. C'est la fièvre parce que après la période d'incubation ou avant la période d'incubation? C'est cette fièvre parce qu'après, pendant la période d'incubation, il y a une phase prodromale, mais qui ne donne pas du tout la fièvre. On a la fièvre à partir du moment où on sort de la période d'incubation, c'est-à-dire la maladie se manifeste. La maladie maintenant donne des symptômes. Voyez-vous, et vous avez la fièvre, vous aurez la toux, vous aurez les maux de tête, vous aurez l'essoufflement, tout ce que ça peut donner comme signe de coronavirus. À part la fièvre, qu'est-ce qu'on peut encore sentir? À part la fièvre, on peut sentir des courbatures, on peut sentir comme pour des formes graves, on peut avoir une difficulté à respirer, dyspnée ou l'essoufflement, et puis on peut avoir des maux de tête. Tout ça sont les signes qui sont induits par le coronavirus. Voilà. Toute personne qui attrape le coronavirus, c'est une personne qui doit s'attendre à la mort. C'est faux. Comment ça? Le coronavirus, c'est une maladie qui n'est pas initialement maligne. C'est une maladie qui est bénigne. Vous voyez? Et on peut en souffrir. Et s'en sortir. Alors, le coronavirus donne plus de formes sévères aux gens qui sont, que moi j'appelle les personnes à risque, que nous appelons les personnes à risque. Parmi lesquelles, ce sont les gens qui sont, par exemple, qui ont parfois une maladie chronique. Ou des maladies chroniques, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète sucré, comme les gens qui ont... La gastrique aussi? Non. Pas la gastrite. Pas la gastrite. Les gens qui ont les facteurs des risques élevés des maladies cardiovasculaires. On peut avoir des maladies respiratoires comme l'asthme. Voilà un peu.
Donc ces personnes-là sont des personnes à risque. C'est ces personnes que vous appelez des personnes vulnérables. Des vulnérables, mais nous avons aussi certaines personnes qui présentent une comorbidité, c'est-à-dire des pathologies qui coexistent. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir l'hypertension artérielle, il est au même moment diabétique. Cette personne-là, elle est à risque. On peut aussi avoir les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire comme dans les cas des gens qui souffrent du VIH-Sida. Et ces gens aussi sont des personnes à risque. Mais aussi, on peut aussi avoir les personnes qui ont l'âge avancé, parce qu'à un moment, avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit. Voilà. Ce sont des personnes à risque et qui sont susceptibles de faire la forme sévère du coronavirus. Vous voulez dire que toutes ces personnes qu'on enregistre comme des morts en Italie, en France, qui dépassent déjà plus de 3500 morts, l'Italie qui dépasse déjà plus de 10 000 morts, les États-Unis qui dépassent aussi plus de 3 000 morts, ce sont des personnes à haut risque. Tout le monde qui meurt des coronavirus, tout le monde qui vient contacter des coronavirus, d'abord, un n'est pas appelé à mourir. Ceux qui meurent, ce sont des personnes, comme je viens de l'évoquer tantôt, ce sont des personnes qui sont des personnes à risque. Mais toutes ces personnes-là qui sont enregistrées, parmi eux, il y a des gens qui ont, dans la majorité des cas, ce sont des gens qui ont des facteurs de risque très accrus. Mais parmi d'autres, il y a aussi certaines personnes qui sont... Parce que être jeune adulte ne vous exclut pas de mourir de la forme grave du coronavirus. Vous pouvez être jeune, mais vous avez la forme grave du coronavirus, parce qu'il y a aussi des jeunes qui meurent. Mais ces gens-là sont moins par rapport aux plus âgés et ceux qui ont des facteurs de risque du coronavirus. Alors, si on considère ainsi, qu'en est-il pour les enfants? Bon, pour les enfants, actuellement, les enfants se comportent comme étant des porteurs sains. Donc, ils ont moins de risques. Parce que les enfants peuvent la majorité des enfants, ils peuvent contracter le coronavirus et être asymptomatiques au même moment. Ils ont moins de risques. Ils n'ont pas... Leur système immunitaire est encore très fort pour les défendre contre ces virus. Et voilà, on rencontre de moins en moins des enfants. Et d'ailleurs, je salue la décision du chef de l'État qui a permis d'arrêter les écoles. Parce que le coronavirus, parce que les enfants, étant donné qu'ils se comportent en personnes saines, sont des personnes saines, qu'est-ce qui arriverait quand les enfants vont à l'école? N'est-ce pas? Après l'école, les enfants, ils peuvent se dispatcher, se contracter entre eux, se contaminer de coronavirus. Et ça peut circuler rapidement. Et quand ils rentrent à l'école, à la maison, ils peuvent donner aux parents, aux grands-parents. Et finalement, ça sera beaucoup plus grave. Voilà pourquoi la décision du chef de l'État, d'abord de suspendre les activités dans le sens de fréquentation de l'école, c'était une très bonne décision. Et c'était une décision qui a sauvé déjà, en soi, cette décision a sauvé des vies. Alors, Nixon, je reviens sur cette question. Pourquoi se laver les mains? Les savons-ils le virus? Pourquoi se laver les mains? C'est justement un mécanisme qui a été mis en place par nos structures, les autorités sanitaires. Et puis c'est un mécanisme qui n'est pas... Aussi appuyé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi se laver les mains? Je vous ai parlé de la transmission environnementale. Alors, les mains touchent partout sans même vous rendre compte que les mains ont touché. Et d'ailleurs, les gens, je ne suis pas contre les gens qui mettent des masques, parce que le masque, normalement, est prévu pour les personnes qu'on appelle les personnes contacts. C'est-à-dire, on peut parler des corps médicaux, on peut parler des aides soignantes. Ce sont des gens-là qui doivent mettre des masques. Et pour nous tous, nous autres, il n'est question qu'à observer les mesures d'hygiène. Essentiellement les mesures d'hygiène. Entre autres, se laver les mains. Entre autres, se laver les mains. Nous, on est ici, entre nous, nous sommes en train de nous échanger. Nous avons une distance de plus d'1 mètre. Et là, c'est déjà bon. Parce que, à supposer que vous crachez, ou vous toussez, ou bien vous éternuez, ça n'arriverait pas chez moi. C'est une bonne mesure. Mais,
l'essentiel pour prévenir, pour arrêter ou limiter la diffusion de cette pandémie de coronavirus, de Covid-19, c'est laver les mains. Voilà. Parce que mais agir alors, sur le lavage des mains. C'est ce qu'on veut savoir. Quand vous lavez les mains, les savons a le pouvoir de tuer le virus. Les savons a le pouvoir, de tuer les virus, ça c'est exact, mais aussi les savons aussi permet à ce que le virus puisse quitter vos mains. Parce que d'ailleurs, au-delà des savons, il y a aussi des gels hydroalcooliques qui tuent aussi les virus, les antiseptiques, qui tuent aussi les virus. Voilà. C'est un peu ça. Alors, on a aussi certains désinfectants pour désinfecter les milieux, l'environnement, parce que vous avez dit, l'environnement aussi fait partie des moyens de transmission du coronavirus. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, si on avait des possibilités où ce n'est pas question d'avoir beaucoup de possibilités, et c'est peut-être une recommandation que j'ai fait aux autorités sanitaires ou aux autorités étatiques, ça serait mieux de pouvoir désinfecter l'environnement. Parce que le virus, on ne sait pas, c'est ça qui rend encore le coronavirus redoutable. On ne sait pas essentiellement, exactement, là où se trouve le coronavirus, et ça met combien de temps, combien d'heures là. Jusque-là, il n'y a aucun document officiel. Certains spécialistes confirment que sur le plastique, ça fait 48 heures, sur les cartons, 24 heures, sur les métals, plus de 24 heures, des choses comme ça. Ça aussi, ce sont des spéculations. Les gens, oui, les gens peuvent penser, les gens peuvent donner leur point de vue et tout, mais sur des sites internationaux officiels, jusque-là, il n'y a aucun document qui a été publié en ce sens-là pour dire avec exactitude que si tel métallique, si telle chose, si tel endroit, ça fait autant d'air, ça fait autant. D'ailleurs, c'est ça qui continue à rendre le coronavirus ou Covid-19 plus redoutable par rapport au suspense qu'il laisse même aux scientifiques. Alors, Nixon, vous êtes médecin. Dites en toute franchise, est-ce que le coronavirus ou Covid-19 prendra fin en tant que scientifique? Mettez la foi de côté. Le coronavirus prendra fin. Parce que s'il faut se référer aux épidémies précédentes que j'ai évoquées avant, ces épidémies-là ont pris fin. Et d'ailleurs, ces épidémies-là ont pris fin sans que les mesures de prise en charge, pardon, pas les mesures de prise en charge, sans que les traitements ou les vaccins ne puissent soient découverts et ça a pris fin. C'est comme ça. Le coronavirus prendra fin. Pourquoi le coronavirus prendra fin? Parce que c'est nous qui prenons conscience, c'est nous qui devons prendre conscience que ce coronavirus doit prendre fin. C'est-à-dire que chaque personne soit déjà à la hauteur de pouvoir se dire que moi, le coronavirus ne doit pas passer par moi, par exemple. Voilà. C'est comme moi. Il suffit déjà de se dire ça. Il suffit déjà de se dire ça. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas parce que... Mais il faut accompagner des actions. Oui, limiter efficacement la contagion, c'est-à-dire où se dire que moi je m'engage pour protéger les autres, c'est une façon pour vous de mettre fin au coronavirus ou de limiter le coronavirus. C'est moyen de limiter, on parle de confinement. On parle de confinement, voilà, c'est d'où le confinement. Ouais. Le confinement est là justement pour nous permettre de ne pas entrer en contact avec d'autres personnes. Je vous donne ailleurs, on a déclaré le confinement, mais ça continue à se propager, ça continue à enregistrer des morts. Est-ce qu'il faut encore croire au confinement? Oui, il faut toujours croire au confinement. Il faut comprendre que le confinement c'est... On a déclaré à intervenir quand on ne doit pas trop se baser sur ailleurs, on a dit comme ça, on doit rester à notre situation, à notre situation anthropologique, je dirais, à notre situation anthropologique, à notre société. Voilà. Ailleurs, on a déclaré le confinement, mais quand est-ce qu'on a déclaré le confinement? Après le pire. On a déclaré le confinement alors que l'épidémie soit déjà, je dirais que l'épidémie se soit déjà transmise d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et vous me dites pas que quand l'épidémie s'est déjà transmise et par après le confinement, voilà ça ne peut pas apporter beaucoup de fruits. Il est toujours important de déclarer le confinement avant que le pire arrive. Avant que le pire arrive, mais le confinement même... Peu importe le temps, c'était toujours important que le confinement intervienne pour toujours limiter le pire des dégâts. Vous comprenez un peu ça? Pour pouvoir limiter le pire des dégâts. Mais les cas qu'on enregistre actuellement, ce sont les cas
qui ont été contractés du virus, et pas aujourd'hui, un peu plus tôt, je dirais. Alors, quel est le test qu'on fait pour découvrir que la personne a le Covid-19? Il y a un protocole de prise en charge pour cette pathologie. C'est-à-dire à partir du moment que la personne présente les symptômes alors, ceux qui sont dans la période d'incubation, donc on ne peut jamais les découvrir qu'ils sont... C'est-à-dire le gouvernement, faute de moyens, a donné la priorité qu'aux gens ayant déjà des symptômes, n'est-ce pas? De pouvoir se rendre dans des hôpitaux pour se dépister des coronavirus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Oui. Alors, ma grande préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'on peut détecter déjà dans la personne les coronavirus avant la fin de la période d'incubation? Quand le virus est dans votre corps, le coronavirus, les tests donnent des résultats positifs. Vous comprenez? Même si c'est pendant la période d'incubation. Oui, seulement que vous, quand vous n'avez pas de symptômes, généralement on s'en fout. On ne va pas à l'hôpital pour se dépister. Et non seulement qu'on ne va pas à l'hôpital, c'est une bonne mesure qu'on ne puisse pas aller pendant la période d'incubation où quelqu'un qui se comporte, qui est bien portant, puisse aller à l'hôpital parce que tout le monde cherchera à connaître sa position. Voilà. Et quand il va là, ça va créer encore beaucoup plus d'engouement, de contacts et finalement ça créerait encore un autre problème. Pendant la période d'incubation, on peut transmettre la maladie? Tout à fait. Waouh. Donc, pendant la période, c'est comme ça qu'on parle de porteurs sains. Certaines personnes, tout ça rend le coronavirus redoutable. Certaines personnes ont le coronavirus, mais qui ne présentent aucun symptôme. Et ces personnes-là, ce sont elles-là qui transmettent d'ailleurs à une grande quantité de personnes. Des personnes. Parce qu'il n'a aucun virus, il n'a aucun symptôme. Il est là avec le coronavirus en lui, le Covid-19 en lui, et il évolue. S'il ne respecte pas les mesures qui nous sont données par les structures sanitaires, et finalement, le virus va avancer, il va transmettre le virus. Voilà. Aujourd'hui, la pratique est tombée à Kinshasa. Si tu tombes malade, ou soit tu sens un peu des effets du coronavirus, ou soit pour prévenir le coronavirus, prenez le Congo Bololo, prenez le citron, prenez tous ces traitements traditionnels qu'on présente. Quelle est la portion de la médecine, vous, en tant que spécialiste? Toutes ces pratiques-là ne sont pas des pratiques à suivre. C'est un conseil que je donne, ce ne sont pas des pratiques à suivre. Pourquoi? Parce que pour que même les médicaments, même au dépôt, aux structures pharmaceutiques, tout ça, même aux structures pharmaceutiques qui fabriquent des médicaments, pour arriver à faire sortir un produit, pour développer une molécule, ça fait plusieurs temps. Voilà. Je donne plus ou moins 10 ans en temps normal pour qu'un médicament ou une molécule soit mise sur les marchés. C'est-à-dire à partir du développement ou de la conception jusqu'à l'autorisation de mise sur les marchés. Parce qu'il faut passer à l'étape de la recherche de la molécule, il faut passer à l'étape des phases des précliniques, il faut passer à la phase de conception, il faut passer à la phase clinique avec plusieurs essais, il faut passer à la phase d'enregistrement, il faut passer à la phase de commercialisation, et même quand bien même la molécule est mise sur les marchés, la molécule ne doit pas échapper du contrôle des autorités sanitaires mondiales. Qu'est-ce qui se passe? Quand la molécule est mise sur les marchés, la molécule est toujours au contrôle des autorités sanitaires mondiales. C'est comme ça qu'on remarquerait, telle molécule a été mise sur les marchés, telle molécule soignait telle pathologie. Vous comprenez? Soigner telle pathologie, et telle molécule a été retirée du marché. Pourquoi la molécule est retirée du marché? C'est à cause de certains effets qui échappent, qui ne sont pas pris en compte lors de l'élaboration ou lors du développement de la molécule. Mais parce que la molécule est toujours sous contrôle des autorités, c'est comme ça qu'on va retirer la molécule du marché pour soit essayer d'atténuer ces effets ou
pour améliorer ou pour carrément exclure ces molécules du marché de manière définitive. C'est comme ça que même la chloroquine a été retirée du marché à cause de ces effets qui s'est présenté, à cause de ces effets secondaires. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on commence à appliquer la chloroquine? Ces effets secondaires sont éliminés ou bien ça continue toujours? Les effets secondaires de la chloroquine n'ont pas été éliminés, mais les effets secondaires de la chloroquine sont maîtrisables, c'est-à-dire sont maîtrisables. On sait comment les attaquer, vu l'urgence qu'il y a là, vous comprenez? Parce que la chloroquine a été... c'est une molécule qui a plusieurs traits communs avec... Parce que initialement, la chloroquine, c'était un antipalédique. Ça soigne le paludisme. Alors, mais c'est ça qui veut dire que si on vous traite avec la chloroquine, vous êtes par exemple atteint du Covid-19, on vous traite avec la chloroquine, en même temps, ça peut éliminer votre malaria. Si vous n'êtes pas si vous n'avez pas la malaria, là on voit, oui, ça peut éliminer parce que ça c'est son activité principale. Mais la chloroquine a une activité contre les virus. Quand on a des maladies, des infections dues au virus, on donne les antiviraux. Mais quand on a des infections dues dans les cas pareils, la chloroquine agit pas par rapport à son activité principale, par rapport à son activité secondaire sur les virus. Et d'ailleurs, même pendant qu'on était en train de fabriquer la chloroquine, cette activité-là, qui agit sur les virus, on ne s'était même pas rendu compte que la chloroquine pouvait agir de cette façon-là. Donc on a découvert comme ça. C'est ce qu'on appelle les repositionnements du médicament. C'est-à-dire, on a découvert que les chloroquines... On a découvert d'autres vertus dans un produit fabriqué pour une autre tendance. Voilà, pour une autre tendance. C'est ça qui veut dire que vous êtes contre de l'application des traitements indigènes, mais vous avez un aliment à recommander à la population pendant cette période, à beaucoup plus consommer. Je devais atterrir parce que la question c'est de savoir si des traitements indigènes comme le Congo Bololo et tout, j'ai seulement démontré le temps que normalement on prend pour développer les médicaments. Vous comprenez le temps que ça prend. Donc, il y a plusieurs étapes parce que les personnes, ce sont des humains. Mais pour la vie humaine est sacrée. Pour le Congo, on n'a pas besoin de passer par là. Parce que nous sommes habitués avec nos feuilles et puis on en prend comme nous voulons. C'est comme ça que j'ai démontré. J'ai démontré normalement ce que ça devait faire. Mais le mal est que même avec le Congo Bololo, des choses comme ça, on ne pouvait pas prendre ça comme ça. Il faut quand même un conseil d'un praticien qui est vraiment spécialiste mais là aussi la dose n'est pas calculée. Vous encouragez que les tradis praticiens maintenant prennent place pour traiter le Covid-19? Nullement. Je ne suis pas en train de dire ça qu'il faut. J'essaie de donner des exemples, de montrer à quel point on doit se méfier des traitements traditionnels qui ne sont pas basés sur des doses exactes, sur des doses réelles, qui n'ont aucun protocole réel à suivre. Et je suis en train de proscrire ça ou d'interdire ça en donnant des exemples qui permettent au moins de pouvoir ne pas se lancer en ce sens-là. Voilà. Un peu, mon cher. Alors, ça, c'est une très bonne explication parce que la question que j'ai posée, qu'est-ce que vous recommandez à la population de beaucoup plus consommer comme aliment qui peut renforcer leur système immunitaire afin que pendant tout ce temps, qu'ils soient à mesure de faire face, ou soit que l'organisme puisse un peu résister contre le coronavirus 19. Il y a un bon nombre de mesures à prendre, à tenir en compte. Primordialement, ou premièrement, il faut d'abord respecter les mesures d'hygiène qui nous sont données par les autorités. Donc, ça c'est très bien connu. C'est très bien connu. Alors, deuxièmement, il faut faire en sorte à rester en bonne santé. Il faut garder son système immunitaire fort et efficace pour vous défendre contre les agressions
extérieures, entre autres les virus ou le coronavirus. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, il faut que vous mangez. Il faut que vous mangez normalement. Il faut que vous mangez bio. Donc, et je donne un aliment, oui, une alimentation équilibrée. Mais je donne un exemple de la molécule miracle qu'on appelle la vitamine C. La vitamine C, c'est une molécule miracle parce que la vitamine C renforce le système immunitaire. Vitamine C comme comprimé ou vitamine C comme ou l'aliment contenant les vitamines C? Voilà. Je ne parle pas de vitamine C comme comprimé. Voilà, parce que on risque les gens d'aller envahir les pharmacies pour aller acheter ça. Voilà. Mais il y a beaucoup d'aliments, plusieurs aliments dans lesquels on trouve les vitamines C. Entre autres, la majorité des fruits aigres. Oui, aigres et les fruits sucrés comme les mangues. Bon, c'est la période. La banane, c'est plus avec, on a plus de potassium là-bas, mais pas vraiment la banane. On peut prendre les citrons, on peut prendre les mangues, les oranges, certains légumes aussi. Il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux faisant croire qu'il y a une étude d'une université, j'ai encore oublié le nom d'université, qui dit que la banane constitue déjà le vaccin pour le coronavirus. Si vous consommez la banane mûre, vous avez déjà votre vaccin dans le corps. C'est comme je dis, toutes ces études-là, ce sont pas tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux ne sont pas à prendre avec beaucoup de considération. Mais je ne suis pas en train de dire que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux est faux non plus. Je n'ai pas dit ça. Mais il est toujours important de se fier dans les sites internationaux officiels. Si cela est le cas, même nos autorités sanitaires nous le diront. Vraiment. Alors, Nixon, vous savez, la République démocratique du Congo est touchée par le coronavirus 19. Nous devons maintenant lancer un message. Mais nous voulons que ce soit Lingala. Le coronavirus est réel. Parce que c'est d'abord le biso qui nous a isolé dans la situation. Beaucoup plus de biso qui nous a touché dans la situation. Le coronavirus est réel. Conseil européen en tant que médecin et puis généralement parce que ils sont bien touchés. Bon, coronavirus naza mwana Congo na loba na Lingala. Coronavirus ezali maladie oyo ezali réel, n'est-ce pas? Et comme ezali maladie moko ezali réel, il faut toper sa confiance na bakonji na biso na Congo parce que bakonji bazana bakonji bazali ko rien liko bazali ko diriger biso et mukonji moko te azala na souci ou bien akanisa mabe contre na batoyo azali ko diriger parce que raison d'être na bango ezali biso. Raison d'être na bango ezali biso. Voilà pourquoi to respecter mibeko oyo bazali ko senga na biso. Alors bakonji bazali ko senga na biso to respecter ba mesures d'hygiène. Tous yango na légèreté, tous yango vraiment na beaucoup de sérieux. Et puis en dehors de ça, to respecter ndenge balobi to vanda na bandaku to bimate. Pourquoi to vanda na bandaku? Parce que ko vanda na bandaku ezo permettre à ce que maladie et c'est diffusée maladie etikala kaka na ba circonstances oyo ezaleli. Automédication. Bakino batika ba automédication nyonso tu wana tango nazoloba ke balanda bibe kondenge bazosenga ndenge bakonji bazoloba. C'est une manière de dire que basala kaka oyo bakonji balobi. En dehors de cela, parce que le coronavirus n'a pas que des retentissements sur le plan sanitaire, le coronavirus a zappé na ba retentissement sur le plan économique. Nazali ko senga na ba autorité nyonso étatique para-étatique ba entreprise privée ba konzi nyonso tuana ba profiter na temps oyo ya service minimal ou na temps oyo la ya latence tozali temps oyo batu batikali na bandaku ba réfléchir à partir du moment que biso tozo bima na crise oyo ya coronavirus ndenge nini tokoki ko s'en prendre pour to booster économie na biso. C'est une manière, ça doit être interpellateur envers bande konabiso ba congolais to kanisa tango to kobima na crise oyo ndenge nini toko monter toko mata du point de vue économique ba vanda pambate
bazwa ba feuille na ba cahier ba na ba bic basala ba analyse ba koma ba projet ba développer ba stratégie ba plan oyo ekozala bénéfique pona mboka na biso. Alors Nixon, en tout cas brièvement, est-ce que la RDC est préparée à faire face à cette pandémie? Aucun pays n'a été préparé pour faire face à cette épidémie. Alors, même les États-Unis. Est-ce que nous allons nous en sortir par rapport à cette situation? Je reste optimiste que nous allons nous en sortir. Et là, j'ajoute, pour cela, nous devons observer avec beaucoup de sérieuxité les mesures prises par les autorités sanitaires, par la coordination des ripostes qui est présidée ou qui est chapeautée par Dr Jean-Jacques Muyembe. Alors, voilà. Nixon, l'émission Grand Angle Environnemental vous dit merci pour votre brillante intervention et surtout pour vos conseils. Merci beaucoup, monsieur Serge Gata, que je considère beaucoup par rapport à votre intelligence et beaucoup d'autres bonnes choses. Et merci beaucoup à la chaîne qui me reçoit, à travers laquelle nous avons contacté la population congolaise en son ensemble. Merci beaucoup. C'était là Nixon Tiangani, qui est médecin, qui nous a expliqué en long et en large beaucoup plus d'explications dans notre émission Grand Angle Environnemental. En tout cas, un grand merci. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Joe Bassay était derrière la caméra, Kalemonza était derrière la caméra, Jimmy Dianda nous a accompagnés, et puis Rodrigue Bonda assuré la régie financière. Un grand merci à Spark Kengaou et notre ami Desgrâces, notre designer. Toutes nos bonnes choses. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.